Depuis plusieurs décennies, Haïti, pays des Caraïbes, est plongé dans un cycle infernal. Instabilité politique, corruption, crise sociale et économique, catastrophes climatiques et désastres humanitaires, déliquescence de l'État et prolifération de gangs armés, rarement ces dernières années et fort malheureusement, les nouvelles qui nous sont parvenues d'Haïti ont été bonnes. En novembre dernier, pourtant, c'est le football qui a apporté sourire et espoir, joie et bonheur à tout un peuple. Pour la première fois depuis 1974, soit 52 ans, les Grenadiers vont disputer une nouvelle Coupe du Monde. Si le football paraît bien secondaire face à l'urgence humanitaire toujours aussi importante et vitale à Haïti, l'insécurité alimentaire touche 5,7 millions de personnes, soit 50% de la population. Il n'en demeure pas moins que le sport, la visibilité de la Coupe du Monde et les émotions procurées par le ballon rond peuvent insuffler un souffle nouveau à une population qui a tant souffert. Comment est attendu le mondial dans cet état meurtri? Comment Haïti s'est qualifié pour la Coupe du Monde? Comment le football peut être un remède pour la jeunesse haïtienne? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Arena pour une nouvelle vidéo. Nous entrons dans la période pré-Coupe du Monde 2026 sur la chaîne, coup d'envoi dans moins d'un mois et dans pile 30 jours, c'est le début de la Coupe du Monde des Haïtiens. Il y a quelques mois, on était revenu sur l'exploit incroyable d'Haïti qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo plus profonde, plus riche, mêlant football, histoire et société pour mesurer à quel point la Coupe du Monde, le football, peuvent être importants pour un État et pour sa population. Une vidéo qui rappellera pour les plus anciens et fidèles de la chaîne la série Zoom sur le foot. N'hésite pas à me dire si tu étais là pendant cette série. Avant de débuter cette vidéo, n'hésitez pas, c'est toujours vraiment important pour moi et pour faire évoluer le média à mettre un petit pouce bleu. C'est un clic rapide, un commentaire pour le référencement et à vous abonner en activant la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Que vous découvriez la chaîne maintenant ou que vous regardiez régulièrement sans être abonné. J'en profite également pour saluer les abonnés de l'Arena en Haïti ou d'origine haïtienne qui m'ont découvert il y a quelques mois et qui regarderont peut-être cette vidéo. J'espère traduire le plus fidèlement possible la réalité. Commençons par des présentations du contexte et des données géographiques. Haïti fait partie des Grandes Antilles. C'est un état des Caraïbes de 27 750 km², peuplé d'environ 11 millions d'habitants. Haïti se situe sur la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, partagée avec la République dominicaine, située sur le côté oriental. Hispaniola, vous l'entendez, ça fait très hispanique, c'est évidemment un résidu de la colonisation qui a touché l'ensemble des Caraïbes et du continent américain. En 1492, alors que l'île est peuplée de plusieurs centaines de milliers d'autochtones, comme le peuple taïno, Christophe Colomb, mandaté par les rois catholiques d'Espagne, débarque sur l'île qu'il décide de nommer Hispaniola. Très vite, l'Empire espagnol pille les ressources de l'île, notamment l'or et les minerais très abondants sur le territoire de l'actuelle République dominicaine et exploite la population indigène. Beaucoup de massacres et de crimes ont lieu, les peuples autochtones sont décimés, on considère que près de 90 à 95% de la population locale disparaît en l'espace des 15-20 premières années de colonisation espagnole, entraînant ainsi la traite et la déportation d'esclaves venus d'Afrique dès 1517 pour assurer les besoins en main-d'œuvre. Au cours du XVIIe siècle, les Français, qui sont déjà bien présents dans les Caraïbes, commencent à s'intéresser à la partie occidentale de l'île. En 1697, pour régler des conflits territoriaux, politiques et militaires, la France et l'Espagne co-signent le traité de Rijswijk qui concède la partie occidentale à la France, c'est-à-dire une grande partie du territoire actuel d'Haïti. Ainsi, à partir de 1697, la France met en place la colonie de Saint-Domingue. Un siècle plus tard, la France est traversée par des secousses politiques et sociales. C'est la Révolution française et cette révolution, elle se fait sentir jusque dans les Grandes Antilles. En 1791 éclate la Révolution haïtienne, un mouvement mené par des esclaves pour l'indépendance d'Haïti. Elle est orchestrée par des insurgés, notamment Jean-Jacques Dessalines, héros national haïtien, et obtient de grands résultats comme l'abolition de l'esclavage à Haïti, puis dans l'ensemble des colonies françaises, avant qu'en 1803, les troupes de Napoléon ne soient battues par les troupes haïtiennes lors de la célèbre bataille de Vertières, du 18 novembre 1803. Quelques mois plus tard, en 1804, Haïti proclame son indépendance et devient le premier État d'un peuple noir colonisé indépendant. Le 19e siècle ne sera pas pour autant celui de l'alchimie pour Haïti qui sera à la fois en proie à des difficultés politiques internes et soumis à une forme de néocolonialisme. Arrive le 20e siècle qui s'ouvre par l'appétit d'un autre grand hégémone qui regarde de près ce qui se passe dans ce qu'il considère comme étant son arrière-cour, les États-Unis d'Amérique. En pleine Première Guerre mondiale, les US envahissent Haïti
pour en prendre le contrôle, notamment dans l'optique de contrer l'influence allemande qui menace les intérêts américains dans le pays. Les États-Unis prennent le contrôle d'Haïti, rédigent même une nouvelle constitution et occuperont le pays jusqu'en 1934. C'est la dernière fois qu'Haïti a été occupé par une puissance étrangère. Après la Seconde Guerre mondiale, on entre dans l'histoire moderne d'Haïti qui se résume en un nom de famille, Duvalier. En 1957, celui qui est surnommé Papa Doc est élu président de la République d'Haïti avant de devenir président à vie en 1964. Son régime autoritaire et despotique perdure jusqu'à sa mort en 1971, avant que son fils, Jean-Claude Duvalier, âgé de seulement 19 ans, ne prenne le relais et soit lui aussi élu président à vie, jusqu'à son exil forcé en 1986, poussé par la révolte populaire. Le règne des Duvalier, qui aura duré entre 1957 et 1986, soit 29 ans, aura été cataclysmique pour Haïti, marqué par des violences et des massacres. 50 000 Haïtiens périssent en 3 décennies, de la corruption généralisée et le pillage de l'argent public au profit d'une riche élite contrôlant le pays. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont fui le pays à ce moment, notamment vers le Canada et les États-Unis, où vous avez aujourd'hui une très grande diaspora. Après la chute des Duvalier, Haïti plonge encore dans l'instabilité, à la fois économique, avec des pénuries, avec une dette colossale, et politique, puisque le curé Aristide, élu avec 70% des voix en 1990, est renversé par un coup d'État en 1991. Là encore, la violence politique frappe le pays et pousse à l'exode des milliers d'Haïtiens. Si le déploiement d'une force multinationale en 1994 permet de rétablir la présidence d'Aristide, le pays sombre au début du XXIe siècle dans un chaos politique et social encore plus important. En 2004, alors que le pays célèbre le 200e anniversaire de son indépendance, une rébellion chasse du pouvoir Aristide et pousse l'ONU à envoyer une mission de maintien de la paix et de stabilisation, la MINUSTAH. Le pays souffre déjà beaucoup économiquement et rien ne va s'arranger. Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7 frappe Haïti et son cœur, la capitale Port-au-Prince. Le bilan est effroyable, 280 000 morts, plus de 300 000 blessés, plus d'1 million de sans-abri, des infrastructures détruites et une capitale ravagée. Les besoins humanitaires sont alors colossaux, d'autant plus qu'éclate une épidémie de choléra du fait des conditions sanitaires déplorables suite à la catastrophe. Encore aujourd'hui, 16 ans après le tremblement de terre, Haïti reste marqué par cette catastrophe naturelle qui a plongé le pays dans une paralysie économique et qui a surtout complètement détruit le pays. Des écoles, des prisons, des hôpitaux, la cathédrale ou le palais national se sont effondrés pendant ce séisme. La crise politique, elle, a continué de faire plonger Haïti. Élu en 2016, le président de la République, Jovenel Moïse, est assassiné par un commando armé dans sa résidence en juillet 2021. Cet assassinat provoque la paralysie des institutions politiques et de la gouvernance d'Haïti. Depuis 10 ans, aucun représentant politique d'Haïti n'a été élu lors d'une élection. Ça fait 10 ans qu'il n'y a plus eu une seule élection dans le pays. La conséquence, c'est quoi? C'est que depuis 2020, des gangs lourdement armés ont fait leur apparition et se sont développés face au vide politique, sécuritaire et institutionnel dans le pays. Et semant partout dans le territoire national et se livrant à des guerres de territoire sanglantes, les gangs occupent aujourd'hui des axes stratégiques du territoire, dont 80 à 90% de la capitale haïtienne Port-au-Prince, notamment le G9 dirigé par le chef de gang Barbecue. Malgré la présence d'une force internationale dirigée par le Kenya et dotée de plusieurs centaines de millions de dollars de contributions censée combattre les gangs, la situation politique reste chaotique en 2026 avec un État qu'on pourrait caractériser de failli, constamment sous état d'urgence. Les besoins humanitaires sont toujours très élevés en Haïti selon l'ONU, ses services humanitaires et des ONG comme Médecins sans frontières. Les violences entre gangs ont entraîné le déplacement de plus d'1,45 million d'Haïtiens en 2025 et 5500 personnes sont mortes dans ces conflits armés entre janvier 2025 et mars 2026. La population a besoin d'aide, de vivres, de soins et de personnel aussi. 40% du personnel médical a quitté le pays et la corruption reste endémique puisque Haïti est 170e sur 182 au classement des pays les plus corrompus au monde selon Transparency International. Tout ça pour dire que c'est d'une tristesse infinie, évidemment, parce que ce genre de situation politique, humanitaire en 2026, c'est absolument dramatique. Aucune population, aucun être humain ne devrait vivre ce genre de choses sur Terre en 2026. C'est dramatique aussi pour une jeunesse fauchée dont l'avenir est brouillé, est incertain. Je rappelle que plus de 50% de la population d'Haïti est âgée de moins de 25 ans. C'est un pays très jeune donc, mais aussi très pauvre. Et malheureusement, cette jeunesse, elle vit dans un contexte extrêmement difficile.
Cette première partie, loin, très loin d'être réjouissante, nous montre le cycle infernal de violence, d'instabilité, de troubles et de catastrophes dans lequel est plongé Haïti depuis plusieurs décennies. Le football haïtien, lui, subit évidemment cette situation. Le sport dépend tellement de l'argent public et s'il est à sombre, le sport national lui aussi tombe avec. Il faut dire aussi que le football haïtien a été durement touché par le séisme de 2010, des stades ont été détruits, des terrains, des camps d'entraînement. Bref, la catastrophe a ravagé certaines infrastructures névralgiques du football haïtien, freinant ainsi son développement et l'amputant de matériel adéquat. Et vous vous en doutez, dans le cadre de besoins humanitaires d'ampleur et avec des destructions massives de bâtiments administratifs et sociaux, d'écoles ou d'hôpitaux, le terrain de foot, c'est pas vraiment la première chose qu'on reconstruit. Donc 2010 a évidemment fait très mal au football haïtien. La crise sécuritaire et la guerre des gangs des dernières années ont également complètement chamboulé le championnat national haïtien à cause des conflits et des guérillas urbaines. Il a été annulé à de nombreuses reprises, suspendu puis modifié avec des poules régionales pour s'adapter au contexte sécuritaire. Le stade national de l'équipe haïtienne, le stade Silvio Cator, partiellement détruit pendant le tremblement de terre de 2010, est lui encerclé par les gangs armés. Conséquence, depuis 2024, l'équipe nationale haïtienne joue en exil à l'étranger, hors de ses bases, notamment à Curaçao. Elle a d'ailleurs arraché sa qualification pour le mondial en novembre 2025 sur ce petit territoire autonome néerlandais qui participera également à la Coupe du Monde. Au niveau de la gouvernance du football national, la fédération haïtienne a également été en proie à de grandes difficultés, notamment extrasportives pour des affaires de corruption, d'abus de pouvoir et de scandales d'agression sexuelle sur des joueuses mineures concernant Yves Jambard, l'ancien président de la fédération haïtienne pendant 27 ans. La situation institutionnelle est si instable et complexe que depuis plusieurs années, la Fédération haïtienne de football est pilotée par un comité de normalisation nommé par la FIFA, chargé ainsi de superviser les affaires courantes au sein de la Fédération haïtienne de football. Malgré l'aide de la FIFA pour tenter de moderniser et de relancer le football du pays, en témoigne l'inauguration du ranch de la Croix des Bouquets, financé par la FIFA, destiné à devenir un grand centre de formation haïtien, le contexte sécuritaire et politique a poussé la fédération à fermer le centre en 2021. Partir de ces constats nous montre ainsi l'exploit monumental de la qualification d'Haïti à la Coupe du Monde 2026 parce qu'elle intervient à un moment où, structurellement, institutionnellement, le football haïtien est en immense difficulté. Cette partie, je l'ai intitulée « Le football Haïti, difficulté, gouvernance et reconstruction ». Mais quelle reconstruction? Prenons l'exemple d'un pays qui participera également à la Coupe du Monde, l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, cela fait plusieurs années que c'est un pays annoncé comme outsider dans la zone asiatique parce qu'il a mis les moyens et investissements pour transformer son football national, formation, nouveaux stades, nouveaux centres d'entraînement, et ça paye aujourd'hui pour les Ouzbeks. Haïti n'en est absolument pas à ce stade. Alors oui, les programmes de redistribution de la FIFA ont permis de lever des fonds pour aider le football haïtien, mais aucun chantier d'ampleur, comme en Ouzbékistan, n'a été fait pour le football en Haïti. Ça veut donc dire une chose. On est plus au début d'un processus que sur la fin. Grâce à cette qualification pour la Coupe du Monde, Haïti est peut-être au début de quelque chose. Il n'y a pas eu de refonte, de reconstruction qui ont amené Haïti directement à la Coupe du Monde. Tout reste encore à faire pour moderniser et relancer complètement le football haïtien. Et pourtant, malgré un football structurellement faible, malade et doté de peu de moyens, depuis plusieurs années, les résultats du football haïtien suscitent rêve et fierté. D'abord chez les femmes, en 2023, l'équipe nationale d'Haïti, emmenée notamment par ses stars Melchi Dumornay et Nerilia Mondésir, a disputé la Coupe du Monde féminine pour la première fois. L'année dernière, l'équipe haïtienne des moins de 17 ans a disputé la Coupe du Monde 2025 pour la troisième fois de son histoire, la deuxième en 3 éditions. Et donc, en novembre 2025, les Grenadiers se sont qualifiés pour le mondial en 2026 en battant le Nicaragua 2-0, des succès symboliques de la résilience du football haïtien et une qualification historique sur laquelle nous allons revenir. Ce 19 novembre 2025 restera un jour à jamais gravé dans la mémoire des Haïtiens. Pile 222 ans après la bataille de Vertières qui a conduit Haïti vers son indépendance, les Haïtiens ont remporté une autre bataille, cette fois sur le terrain de football. Les Grenadiers, victorieux 2-0 du Nicaragua, ont validé officiellement leur qualification pour la Coupe du Monde. C'est un événement, on l'a dit, c'est une qualification historique, la deuxième seulement dans l'histoire de l'équipe nationale d'Haïti, la première depuis 1974, depuis 52 ans. Avec la réforme de la Coupe du Monde de 32 à 48 équipes, la CONCACAF, la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, est l'une des très grandes gagnantes puisque le quota de pays
engagé à doubler par rapport au format à 32, passant de 3 à 6 ou 7 équipes. Ça explique entre autres pourquoi des sélections comme Curaçao ou Haïti ont sorti leur épingle du jeu et sont parvenus à se hisser au mondial. Après avoir terminé dans les 2 premières places du 2e tour de qualif CONCACAF, Haïti a terminé en tête du groupe C du 3e tour, seul le premier de chaque groupe du 3e tour se qualifiant directement pour la Coupe du Monde. Avec un superbe finish combiné au raté total du Honduras sur les 2 dernières journées, les Grenadiers ont devancé Los Catrachos, équipe qui s'était qualifiée aux Coupes du Monde 2010 et 2014, ainsi que le Costa Rica, la grande surprise du Mondial 2014, et qui restait sur 3 Coupes du Monde consécutives. C'est donc un exploit fantastique des hommes de Sébastien Migné qui replacent Haïti sur la carte du football international. Mais si Haïti a réussi à se qualifier, à l'heure où son football structurellement connaît d'énormes difficultés, c'est notamment grâce à sa diaspora, ces binationaux qui sont venus garnir les rangs de la sélection. Sur l'ensemble de l'effectif haïtien, on compte 18 à 22 binationaux, ça dépendra qui sera appelé, soit près de 80% de l'effectif, avec notamment le grand Johnny Placide au but, Jean-Kévin Duverne, Francis Pierrot, Jean-Ragnar Bellegarde, Josué Casimir ou Wilson Isidore, le franco-haïtien de Sunderland, qui a connu ses 2 premières sélections lors de la trêve de mars 2026. Il était également question de la venue d'Hudson Edouard, l'attaquant lensois en sélection, mais cela ne se fera pas. L'équipe haïtienne s'appuie ainsi sur son vivier et sur ses binationaux, nés aux États-Unis, au Canada ou en France, où vous avez, on l'a dit, une grande diaspora haïtienne. Ainsi, et je nommais la dernière partie de cette vidéo comme cela, la Coupe du Monde 2026 pour Haïti, c'est la Coupe du Monde de l'espoir. En 2002, le président sud-coréen Kim Dae-jung disait au sujet de la qualification de la Corée du Sud en demi-finale du mondial que c'était l'événement le plus heureux que le pays ait connu depuis 500 ans. Alors je ne sais pas si on peut appliquer cette même phrase à Haïti, mais très clairement, ce mondial, cette participation d'Haïti au plus grand tournoi de football, c'est une petite éclaircie dans un ciel nuageux. D'abord, évidemment, pour le peuple, pour la jeunesse d'Haïti. L'engouement populaire est déjà très présent, en témoignent les scènes de liesse en novembre, en témoigne aussi la ferveur qui continue de grandir dans les rues de Port-au-Prince et dans tout le pays, en témoignent les matchs de rue qui ont explosé ces derniers mois dans le pays. Pour Haïti, ce sera beaucoup plus que du football. Voir son pays au mondial, c'est une source d'espoir, c'est une échappatoire et cette jeunesse qui baigne dans l'insécurité, qui a peu de perspectives d'avenir, qui est menacée par une violence quotidienne, elle a besoin de joie, elle a besoin aussi que le football montre toutes ses vertus sociales et sociétales. S'assimiler aux sportifs, aux athlètes et connaître les effets d'un mondial, c'est aussi s'émanciper. Et donc, l'espoir est très grand pour Haïti. Comme le disait Mandela, le sport peut réveiller l'espoir là où il y avait avant le désespoir. Les 26 Haïtiens qui iront à la Coupe du Monde auront sur leurs épaules les aspirations de tout un pays et une force absolument incroyable aux États-Unis dans les stades, même si on sait malheureusement qu'il y a de nombreuses restrictions pour certains publics, en l'occurrence ici les personnes venant directement d'Haïti. En revanche, la diaspora haïtienne déjà établie en Amérique du Nord pourra soutenir la sélection. Il faut savoir qu'entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, on compte un peu moins de 2 millions d'Haïtiens ou personnes d'origine haïtienne, donc ça va affluer et le soutien va être important. Les joueurs en auront besoin parce que clairement, le groupe dans lequel figure Haïti est très compliqué. Les Grenadiers tenteront de faire mieux qu'en 1974, où là aussi, ils avaient été dans un groupe extrêmement complexe avec la Pologne, l'Argentine et l'Italie. Conséquence, 3 défaites, 0 points et 14 buts encaissés en 3 matchs. Cette année, le groupe haïtien est composé du Brésil, du Maroc et de l'Écosse, un groupe relevé avec notamment le quintuple vainqueur du mondial et un dernier demi-finaliste. C'est du costaud, ça c'est sûr. Premier match le 14 juin contre l'Écosse, suivi le 20 du Brésil et le 25 juin le Maroc. Alors quel objectif pour Haïti? Évidemment, ils vont jouer crânement leur chance. Ils n'ont rien à perdre. C'est la 83e nation au classement FIFA. C'est la 2e moins bonne équipe classée au classement FIFA à disputer ce mondial. Ils doivent jouer avec l'envie, avec le cœur. Marquer quelques buts, prendre 1 ou 2 points, je pense que ce serait déjà une sacrée performance. Mais soyons aussi ambitieux. Avec désormais 8 des 12 meilleurs 3e qualifiés pour les 16e de finale, rien qu'une victoire pourrait permettre à Haïti de se classer dans les meilleurs 3e et peut-être de disputer un tour à élimination directe. On n'en est pas encore là, loin de là, mais Haïti a de bons joueurs et un collectif soudé. Nul doute que dans un mois, le match contre l'Écosse sera capital. Enfin, l'espoir, la Coupe du Monde de l'espoir, elle est aussi pour le football haïtien structurellement. Si tout est encore à bâtir et à mettre
en place à Haïti pour former les joueurs, pour moderniser les infrastructures et accompagner les clubs, la Coupe du Monde 2026 peut être un formidable élan pour la fédération, pour développer les licences et améliorer encore davantage la pratique du football. On l'a dit, du fait du contexte politique, social et économique, le football et le sport n'ont pas vraiment bénéficié de grandes manœuvres pour être encadrés, améliorés. Tout reste à faire donc, et peut-être que cette Coupe du Monde 2026 ouvre de nouvelles perspectives pour le football haïtien, que c'est la première pierre, la première brique d'un immense chantier. Pour conclure cette vidéo, on peut dire que cette qualification et ce mondial 2026 qui se profile pour Haïti sont synonymes d'espérance et de joie dans un pays meurtri par des décennies de crise politique ou de violence. Retrouver les grenadiers 52 ans après, c'est un symbole, c'est une marque de résilience, une qualité maintes fois aperçue dans l'histoire du peuple haïtien. Bien sûr, le football ne fera pas tout disparaître. L'été sera peut-être une parenthèse dorée, mais les difficultés quotidiennes ne disparaîtront pas du jour au lendemain. En revanche, ce fameux sport qu'on appelle football possède cette force unique qui mêle sentiment d'appartenance, sentiment national et émotion. Le droit de rêver, de redonner le sourire, la joie de participer à la plus grande fête du football. Malgré un foot en déliquescence, malgré la faiblesse des institutions politiques et sportives, la passion populaire pour le football demeure intacte à Haïti. Le ballon rond portera l'envie et l'espérance de tout un peuple, de toute une jeunesse, dans un mois pour la Coupe du Monde 2026. La vidéo touche à sa fin les amis, un grand merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, mettre un petit boost et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer. Merci du fond du cœur à toutes et tous pour votre soutien. Je vous glisserai également des sources et compléments en description si vous voulez en apprendre plus sur Haïti, son histoire et le football haïtien. Encore un grand salut à toute la communauté haïtienne de l'Arena. Très heureux d'avoir lancé avec vous ces quelques semaines de période pré-Coupe du Monde qui vont nous permettre de réaliser plusieurs sujets hyper passionnants, toujours évidemment fidèles à la ligne et aux thématiques de la chaîne. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite chargée des aventures sur l'Arena. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao.